Très vite, j'entends des coups de feu. J'ai une scène en face de moi, avec des corps encore présents, avec beaucoup de gens par terre. Et en fait, il y a du sang qui coule tout le long du trottoir. Là, à ce moment-là, je pleure pour eux. J'ai 56 agrafes sur tout le crâne. L'hématome s'est créé dans mon cerveau qui commence à grossir, à compresser le cerveau. C'était une agression totalement au hasard. Si votre ami est monté sur le toit du train, il est mort. Et à ce moment-là, mes amis sont tétanisés puisqu'ils sont en train de chercher mon cadavre. Ah ben, je suis vivant. Il y a 2 ans, j'étais en Roumanie. Sur le retour, on avait un petit peu de temps avant notre train de nuit qui devait nous ramener à la capitale de Roumanie pour rentrer en France. Il devait être 23h30, presque minuit. Moi et un très bon ami avons décidé d'aller explorer une partie de la gare qu'on pensait abandonnée avec des wagons de marchandises qu'on pensait des épaves. On n'avait pas de panneaux danger de mort, il n'y avait pas de symboles électricité, ligne à haute tension, tout ça. Et le wagon nous paraissait vraiment abandonné. J'ai eu l'idée, ce qui est sûrement la plus grande erreur de ma vie, de monter sur le toit du wagon pour prendre un selfie. Donc, au moment où je me redresse, étant donné que je suis un petit peu plus grand que mon ami, je me retrouve beaucoup trop près de cette ligne à haute tension. Et là, il va se créer ce qu'on appelle un arc électrique, c'est-à-dire que l'électricité va trouver un chemin pour rejoindre le sol en passant par le point le plus haut, moi en l'occurrence. Et donc j'ai été foudroyé par 27 000 volts et propulsé par la même occasion quelques mètres plus loin. À ce moment-là, mes autres amis entendent un énorme clac, un énorme bruit, et donc ils commencent à me chercher, sans savoir dans quel état ils vont me retrouver. Le chef de gare, alerté par le bruit, les rejoint aussi, et il se dirige vers le wagon où il y a eu l'énorme bruit et l'énorme flash de lumière aussi. Et il dit à mes amis, si votre ami est monté sur le toit du train, il est mort. Et à ce moment-là, mes amis sont tétanisés puisqu'ils sont en train de chercher mon cadavre. Je me souviens d'être allongé là, sur le sol, complètement paralysé. J'arrivais pas à bouger le moindre membre de mon corps. J'essaye de me relever, de me débattre tant bien que mal pour me redresser, en gémissant comme un animal à l'agonie. Mes amis arrivent, ils me plaquent sur le sol et ils me disent « Simon, bouge pas, on appelle les pompiers, ils arrivent, ne bouge surtout pas ». À travers leur regard, j'ai bien vu que là, ils voyaient un ami en train de mourir, un ami qui était complètement brûlé, qui s'était pris une dose d'électricité normalement mortelle et qui avait peu de chances de survie. Je sens quand même de la chaleur. En réalité, mes vêtements avaient littéralement fondu sur mon corps et très vite, je vois énormément de camions de pompiers, mais aussi un hélicoptère. On me prend les bras, on me prend les jambes, on me transporte dans un brancard. À ce moment-là, il y a un pompier aussi qui vient me tenir la main et qui essaye de me parler dans un anglais approximatif avec un fort accent roumain, qui essaye de me demander comment je m'appelle, qui me dit « What's your name? What's your name ?» Et je lui réponds My name is Simon, I don't want to die, I don't want to die. Et il m'attrape la main, il me la serre fort, il me regarde droit dans les yeux et il me dit You're not gonna die, Simon, you're not gonna die. J'ai très vite été évacué par un hélicoptère à Bucarest. J'ai été placé très rapidement dans le coma artificiel pour m'éviter de souffrir plus. Ma famille est avertie et on leur demande comment je souhaite être rapatrié en France. Un avion anglais va faire un détour pour venir me chercher à Bucarest et me ramener en France. J'ai été pris à l'hôpital de Lyon, l'hôpital des Grands Brûlés de Lyon. Je crois que je pesais presque 2 fois mon poids à cause de tous les gonflements dus aux cicatrices.
et j'étais une véritable momie. Le coma, je m'en souviens, ça s'apparentait plus à une espèce de long cauchemar sans queue ni tête. J'avais l'impression de me retrouver face à l'apocalypse, que le monde entier était en train de mourir et que j'étais le seul survivant. En réalité, j'étais en train d'essayer de retirer tous les tubes qui étaient branchés à l'intérieur de moi dans ma chambre de réanimation. Et les médecins ont dû d'ailleurs vraiment me ligoter à mon lit d'hôpital pour m'éviter de me retirer des machines qui me permettaient de rester en vie. Je suis resté 5 jours dans le coma, 5 jours et demi. Ah ben, je suis vivant. Écoutez, j'ai l'impression que je suis sorti du coma, du coup, c'est une bonne nouvelle. J'ai pu voir du coup ma mère et ma petite amie qui étaient là à côté du lit devant moi. La première phrase que j'ai dite à ma petite amie et à ma mère quand elles m'ont expliqué tout ça, ça a été « Est-ce que je suis chauve ?» Et la réalité, c'est que j'étais chauve parce que mes cheveux avaient cramé comme tout le reste. Et ma petite amie me dit « Mais oui, t'as plus de cheveux, mais on s'en fout, t'es vivant. » Je me souvenais plus d'avoir frôlé la mort, donc j'étais « Ok, je suis vivant, mais je veux pas être chauve. » J'ai mis énormément de temps à vraiment comprendre l'importance de l'accident, de la bêtise que j'ai fait ce jour-là. J'avais pas l'impression que c'était si grave que ça et pour moi j'allais avoir des traces de brûlure. En réalité j'ai été brûlé au 3e degré. J'ai suivi des lourdes opérations de greffe de peau où on est venu prendre la peau de ma tête pour la greffer sur mon ventre. On est venu prendre la peau de mes jambes pour les mettre à d'autres endroits de mon corps. Au moment où on vient tester mes jambes, je suis incapable de les bouger. Et à ce moment-là, c'est un énorme coup de froid pour toute ma famille, puisqu'on vient leur dire « Bon, alors, on vous avait dit qu'il s'en sortirait avec des brûlures. Malheureusement, là, votre fils est handicapé, il est tétraplégique. » Lorsqu'on me raconte tout ça et que je me rends compte que vraiment je suis handicapé, brûlé au 3e degré et défiguré par les flammes, là, je me dis, aujourd'hui, c'est le pire jour de ma vie. C'est seulement un mois après, lorsque je suis transféré à Paris, dans ma petite chambre de l'hôtel des Invalides, que je me découvre pour la première fois nu. Tout ce que je vois, c'est un corps complètement déformé, Frankenstein, rattrapé de partout. À ce moment-là, ça me fait très peur, ça me fait très mal et je me dis, et c'est à ce moment-là, je pense que j'ai vraiment réalisé l'ampleur de l'accident sur ma vie et sur moi, sur mon corps. Quand je croise mon reflet dans le miroir, à ce moment-là, et que je vois mon corps complètement cramé, je suis très triste et je sais pas si je me dis quelque chose en particulier. Juste, j'ai pleuré, je pense, quand j'ai vu l'état de mon corps, j'ai pleuré. J'ai montré mes premiers signes de mouvement de jambes. Je me retrouve moi, le petit gars de 18 ans qui est monté sur un train en faisant la plus grosse connerie de sa vie, avec tous ces gens-là à apprendre à marcher, à me réapproprier mon corps petit à petit. J'ai vécu des moments horribles. J'ai souhaité en finir aussi avec la vie à certains moments lorsque j'étais en réanimation. Et je me suis dit genre, mais en fait je devrais être mort. Et là, j'ai un rab de vie. Donc c'est génial en fait ce qui se passe. Chaque jour qui passe m'éloigne un petit peu plus de cette période sombre de ma vie. Chaque jour qui passe me rapproche un petit peu plus d'une vie normale. Ma vie est quand même objectivement plus pourrie aujourd'hui que la vie que j'avais avant. J'ai du mal à marcher et je ne pourrais peut-être jamais courir. Même avec tous les efforts qu'on puisse faire, là je suis brûlé très profondément et ça se verra jusqu'à la fin de ma vie.
À l'époque, moi j'ai 17 ans, je suis jeune, mais je suis en terminale, donc je suis le plus grand des élèves de l'école. Le 19 mars 2012, quand je me réveille à 6h30, la journée commence de façon banale. C'est l'internat et il faut arriver tôt pour avoir du pain, du lait, etc. Il est 8h moins 10, on rentre tous dans la synagogue, on va rejoindre nos places respectives pour débuter la prière du matin. Je le vois entrer et très vite j'entends des coups de feu. Il y en a un premier, puis un deuxième, puis un troisième. C'est très court, mais dans ma tête c'est très long. Et d'un coup il y a la CPE qui arrive et qui surgit. Et la phrase qu'elle dit c'est « il y a un tireur dans l'école ». Et à ce moment-là, moi je vois une issue de secours et des élèves me suivent instinctivement dans la précipitation. On se retrouve à l'extérieur, donc de l'autre côté de l'école. Il y a des voisins qui nous regardent depuis leur balcon dans les immeubles juste en face et on leur dit appelez la police, appelez les pompiers, il y a un tireur dans l'école, on appelle à l'aide. Et à ce moment-là, je me dis qu'on n'est pas forcément à l'abri où on est. On court, on traverse la cour dans laquelle on se situe, l'arrière-cour de l'école, et on va directement dans cette réserve. Et avec la chance qu'on a, la porte est ouverte. Une réaction qui est un peu égoïste peut-être, mais je m'enferme dans une salle à l'intérieur de cette réserve parce que les élèves commencent à crier, à pleurer, il y a une agitation qui devient un peu trop importante à mon goût. Et j'ai peur qu'on puisse être entendu, j'ai peur qu'on puisse être retrouvé et j'ai surtout besoin de prévenir ma famille parce que j'ai pas encore pris le temps de prévenir ma famille. Et j'appelle ma sœur et je lui dis, pour moi c'est un adieu, je lui dis je t'aime et au revoir quoi. Lendemain matin. Bonsoir à tous. La France désemparée, édition spéciale sur cette fusillade dans une école juive à Toulouse. Un homme casqué a tué froidement 4 personnes, dont 3 jeunes enfants. Quelques minutes après, on est enfin autorisé à sortir de cette réserve parce que la police est arrivée sur place et qu'on a confirmation que l'école est sécurisée. On sait que le tueur est reparti, on sait qu'il était seul. Et ça nous donne déjà cette possibilité de sortir, de se retrouver avec tous les élèves de l'école et de souffler déjà un petit peu. On a ces questions qui tournent en tête de savoir ce qui s'est réellement passé et qui a été touché. Et en fait, on l'apprend très vite. Dès qu'on sort de la réserve, on sait très vite parce que d'autres élèves étaient en première ligne et ont assisté en tout ou partie à l'attentat. Et on a donc des noms qui sortent déjà et on entend que Jonathan Sandler a été touché, Arié, Gabriel, Myriam. Et ça paraît irréel. C'est tellement fort quand on apprend qui sont les victimes, c'est tellement violent qu'il n'y a pas encore réellement de réaction à ce moment-là. Et on a cet espoir aussi de se dire qu'ils vont être sauvés. Je pense qu'on est tous dans le déni à ce moment-là, de se dire que les pompiers sont là et qu'ils vont faire leur travail et ils sont pas morts. Quand on sort de la réserve, on est conduit très rapidement vers le réfectoire. On va rester 3 heures dans ce réfectoire. Et c'est 3 heures qui vont être très particulières et très douloureuses. On se soutient par le regard, on se soutient par les gestes, plus que par les mots. Et il y a énormément de pleurs, de cris, il y a beaucoup de souffrance dans ce réfectoire. Et on a donc cette possibilité de sortir enfin au bout de 3 heures. C'est un moment, encore une fois, c'est un moment très compliqué à gérer. Donc on traverse la cour qui est une scène de crime. Les corps ne sont plus là, hormis celui de Jonathan Sandler qui est resté à l'entrée de l'école.
qui est recouvert d'un drap blanc. Au sol, on voit des formes de corps dessinées à la craie, des cartons jaunes, des douilles de balles. Enfin, on est réellement sur une scène de crime. Et encore une fois, le fait que ce soit au sein même de notre école, ça rend la chose encore plus difficile à surmonter. Et lorsque je franchis le portail, il y a du coule tout le long du trottoir. Et il faut carrément faire attention où on pose ses pieds pour ne pas mettre les pieds dans le sang. C'est le seul moment où je m'autorise vraiment à craquer pour de bon. Je pleure comme j'ai jamais pleuré dans ma vie. Là, à ce moment-là, je pleure pour eux. Ouais. Enfin, il n'y a plus de doute. On sait qu'ils sont partis pour de bon. En fait, ça paraît improbable de voir tout ça dans son école. C'est un lieu qu'on fréquente et qu'on pratique tellement de manière insouciante. On a une vie de lycéen tellement banale dans ces lieux-là que de se retrouver à 17 ans confronté à des flaques de sang dans sa cour, c'est trop violent pour que ce soit vrai. Le moment où on apprend qu'il meurt, je pense que la seule chose que ça peut provoquer, c'est de se dire « il recommencera pas, il est mort ». Mais ça changera rien. Le temps aide à surmonter les épreuves, le temps aide aussi à se reconstruire. Donc on avance, on n'oublie pas, évidemment. On est quand même rescapé, si on peut dire, ou survivant, ou témoin en tout cas. Et c'est une chance. C'est une chance d'avoir survécu à cet attentat. Et il faut la saisir et il faut en profiter pour faire de belles choses. Moi j'arrive à New York, la ville est en elle-même fabuleuse. Ce qui me marque à New York, c'est l'ambiance de la ville. Ouais, c'est les gens, c'est les styles, les looks des personnes, c'est la liberté qu'on ressent dans cette ville. Le début de séjour est idyllique, quoi. Il est parfait, il y a zéro fausse note. Et dans la nuit du 21 au 22 août 2016, je vais rejoindre mon ami Raphaël. On prend un verre dans Hell's Kitchen. L'ambiance dans le bar, c'est très festif, c'est très sympa. Vers 1h, je me dirige vers la station de métro, mais vraiment léger. En plus, je me dis que je vais marcher un petit peu pour profiter de la ville. De nuit, New York, c'est incroyable, donc je me dirige en plus vers Times Square. Donc là, je suis posé au niveau de la bouche de métro, je suis adossé au mur, je suis concentré sur mon portable. À ce moment-là, je vois des gens arriver et du coup, ça me fait évidemment réagir et je lève la tête et je vois 4 mecs. Très rapidement, je me dis j'aime pas ce qui se passe et je commence à essayer d'esquiver pour aller dans la bouche de métro. C'est là je me dis merde, y a quelque chose qui est en train de se passer, j'ai plus le contrôle, ça va pas. Et là je me dis qu'il faut que je passe et là je pense que le premier coup arrive et me sèche. Après je sais que je m'étale, qu'il me fracasse du coup le crâne à coups de pied. Là les seules choses dont je me souviens c'est d'entendre les sirènes de la police, de voir les flashs des lumières. Je me réveille, donc j'ai passé une journée dans le coma. À l'hôpital, je reste 2 semaines. Pendant tout mon séjour à l'hôpital, je ne connais pas le motif exact de l'agression. En fait, ce qui est très étrange, c'est que
Ça m'a jamais vraiment effleuré l'esprit de me poser la question pourquoi il m'avait agressé. Ce qui était le plus important pour moi, c'est comment j'allais la suite en fait. À force de me fracasser le crâne, ils m'ont enfoncé la boîte crânienne et un hématome s'est créé dans mon cerveau, un hématome donc, qui commence à grossir, à compresser le cerveau. Quand il m'enlève le bandage et que je vois la cicatrice, c'est là que je comprends aussi la gravité de ce qui m'est arrivé. Parce que cette cicatrice, elle est quand même très impressionnante. Ce que les médecins nous ont expliqué, c'est qu'ils ne savent pas quelles seront les conséquences. Pour l'instant, je ne marche pas et je ne peux plus bouger. Je suis là, pour l'instant, je suis alité. Quand on m'explique ça, je me dis que c'est pas possible. Je me dis que c'est juste impossible. J'ai une vie trop dense, trop trépidante. Enfin, ça peut pas être possible que ma vie elle soit entre parenthèses comme ça d'un coup. J'ai 56 agrafes sur tout le crâne. En plus, comme ils m'ont rasé la moitié du crâne, ça me donne un look très particulier, très étrange. Je veux montrer aux médecins ou à moi-même surtout que je peux marcher, que j'arrive à faire tous les exercices qu'on me fait faire. Ils voient que j'arrive à quand même reprendre. Donc on me permet de repartir. Après l'hôpital, je vais chez un de mes meilleurs amis qui est américain, Greg. Je reste presque un mois chez lui. Je réveille Greg où je lui demande de me frapper, de vraiment me frapper pour me faire passer la douleur. J'ai des vertiges, ce qui va durer pendant 1 an. J'ai mon odorat qui est complètement altéré. J'ai une odeur fantôme. Ce qu'on appelle une odeur fantôme, c'est une odeur qui n'existe pas. J'ai aussi des problèmes de mémoire. Je vois dans le miroir, c'est la violence de ce que j'ai pu vivre. J'ai vécu quelque chose de dingue en fait. On se pose à Central Park avec mon ami Greg, où on appelle un ami à nous en France. Et là, je fonds en larmes. Je fonds en larmes parce que pendant 1 an, j'ai eu une hypersensibilité qui m'a suivi, où je réalise peut-être que ma vie change maintenant et que ça ne sera plus jamais la même. Et ouais, peut-être je prends conscience que ça aurait pu se terminer, que j'ai une chance incroyable aussi d'être encore là, de pouvoir communiquer, parler. Et ça va me le faire pendant 1 an où à chaque fois que je revois quelqu'un qui compte pour moi, je fonds en larmes. Je me remets doucement chez Greg, ça va un peu mieux. Il y a un manque d'équilibre, mais ça m'empêche pas de vivre. La mémoire, je travaille dessus. Ça y est, je remarche, j'arrive à courir même, à nager, donc c'est bon, je vais reprendre ma vie, quoi. Et là maintenant, j'ai plus aucune séquelle à part cette cicatrice et la plaque que je garderai à vie. Tout va bien, donc j'ai beaucoup de chance. Au bout d'un moment, donc je repars au bout de un peu plus d'1 mois. Je reprends petit à petit ma vie. Les États-Unis m'appellent. La police nous contacte. Ils nous expliquent que pour rentrer dans un gang, il y a une initiation de gang. Et c'est un jeune qui doit prouver sa valeur et il doit défoncer la tête ou normalement tuer la première personne venue, c'est-à-dire quelqu'un qu'on l'aura désigné. On lui aura dit, tiens, celui-ci, c'est lui. Et cette personne, c'est moi. C'est-à-dire que j'ai été au mauvais endroit au mauvais moment. C'était une agression totalement au hasard, ça aurait pu être n'importe qui. Les agresseurs de ce gang ont été retrouvés grâce aux images notamment de surveillance. Ils me demandent donc de venir témoigner et je leur explique que c'est impossible, parce que je viens de rentrer de France, ça fait 4 jours que je suis rentré. Donc malheureusement, j'ai pas donné suite, donc ils n'ont pas été inculpés. J'aurais voulu qu'ils soient inculpés parce que je veux pas que ça arrive à quelqu'un d'autre en fait. La plainte a été enregistrée. L'État de New York m'a donné 100 €. Et après, il a fallu payer aussi tous les frais médicaux aux États-Unis et j'en ai eu pour 200 000 €. Donc heureusement, c'est mon assurance en France qui a réussi à prendre tout en charge. J'ai rien payé.
3 ans après mon agression, je postule à Koh-Lanta. Bon, voilà, c'est un grand rêve de faire cette émission. C'est un pied de nez à ce qui m'est arrivé. Je me dis, waouh, regarde, j'arrive à faire un truc qui te met en danger. Et aussi, j'ai envie de montrer à des gens qui ont pu vivre des choses graves, dures, qu'on peut se dépasser. Merci à toutes les personnes qui sont intervenues, les médecins, les ambulanciers. Et je suis tellement content voilà, de vivre cette seconde chance à bras le corps et j'ai encore plein de choses à faire.